Bon, aujourd'hui, deux films encore bien différents qu'on va mettre en parallèle, en comparaison. On va essayer de voir quel est le meilleur. Donc, on va parler de La forme de l'eau, le dernier Guillermo del Toro, et Moi, Tonya. Alors, sur la forme, les deux films sont quand même très différents, mais finalement, ils parlent un petit peu des mêmes choses. C'est-à-dire que on a d'un côté un film de monstre, enfin qui se veut purement un film de monstre, donc avec un vrai monstre qui ressemble à la créature du lac Noir, donc un monstre marin. Et de l'autre côté, on a aussi des monstres, mais cette fois c'est plus des monstres humains. On a là, par exemple la mère de Tonya, qui est vraiment un monstre de méchanceté et de cruauté, mais on a aussi les monstres qu'on pourrait dire les monstres sociaux en fait, et pourrait faire un miroir vis-à-vis de nous-mêmes, puisqu'on pourrait dire que en fait c'est nous qui jugeons, enfin en tout cas la société, les médias, etc., qui jugent Tonya comme un monstre et donc qui la rejette. Donc quelque part finalement c'est la société qui est un monstre. Dans La forme de l'eau, on a évidemment le personnage de Strickland aussi, qu'on peut considérer comme un monstre, qui est là, est un humain mais qui a des actions qui sont quand même très cruel, très dur, enfin voilà, c'est un des monstres du film. C'est ce que veut dire Guillermo del Toro, hein. Franchement, clairement, au début du film, il nous dit que le monstre qu'on l'on voit, c'est pas celui que l'on croit. Et évidemment, il fait en parallèle le monstre marin qui est en fait gentil et le monstre humain qui est vraiment cruel et horrible. Il y a un deuxième thème aussi que je vois, qu'on perçoit bien dans les deux films, c'est quelque part, c'est un thème du rejet de l'intolérance, du racisme. Racisme ordinaire. Évidemment, le film de Guillermo del Toro se passe dans les années 50-60, et donc le racisme était beaucoup plus présent, beaucoup plus visible, un racisme contre les Noirs, évidemment, au départ, mais aussi une forme de rejet de l'homosexualité, du rejet des personnes différentes, des personnes handicapées. Donc il y a toute cette thématique. Il y a également ça dans Moi, Tonya, où il y a un rejet, un racisme social, où on rejette les gens qui sont pauvres, qui sont socialement différents, qui ne correspondent pas à une certaine image que la société veut renvoyer du bien. Donc il y a ce racisme également dans Moi, Tonya. Sur la forme, on a deux films très différents. Évidemment, on a d'un côté un conte de fées, un conte de monstres. De l'autre côté, on a un biopic un peu plus réaliste, on va dire. Alors franchement, Guillermo del Toro, il me casse les couilles. Il y a tout ce que je veux dans le cinéma, dans son cinéma. C'est-à-dire, il y a du fantastique, il y a des monstres, il y a des histoires d'amour, évidemment, il y a une forme, une beauté, un esthétisme très poussé, une mise en scène très belle, la photo est superbe, il y a des belles musiques. Enfin, franchement, il y a tout pour plaire. Dans toute sa filmographie, d'ailleurs, hein. Je pense à Pacific Rim, moi j'adore les monstres, les gros monstres, etc. Donc Pacific Rim, sur le papier, j'adore. Le Labyrinthe de Pan, le côté fantastique. Enfin, dans tous ces films, franchement, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon film, ou pour faire un film que moi j'aimerais. Et à chaque fois ça rate. À chaque fois il rate le truc. Je comprends pourquoi beaucoup de gens aiment son cinéma, mais sincèrement pour moi c'est raté à chaque fois. Le Guillermo del Toro, c'est un super bon faiseur, c'est un super bon réalisateur, mais c'est pas un cinéaste. Il sait pas raconter, il sait pas conter une histoire. Et à chaque fois ça foire parce que ça part ailleurs. Il a son histoire principale, mais il la décortique et il rajoute plein de choses à côté qui ne fonctionnent pas. En fait, ce qu'il veut faire, et je pense que ça le montre très bien dans La forme de l'eau, parce que les 20 premières minutes, c'est du Amélie Poulain à tout cracher. Franchement, c'est une copie conforme d'Amélie Poulain. Il y a la voix off qui raconte l'histoire, il y a la présentation de la vie de l'héroïne avec ses petites habitudes, ses petits plaisirs. Il y a la présentation du voisin qui a un petit peu son mentor, qui fait de la peinture comme par hasard, qui a une certaine faiblesse, lui plus sur la vieillesse, etc., mais qui a un personnage cassé, qui est hors du temps, qui n'arrive pas à suivre la modernité et qui se retrouve, il fait des peintures mais elles sont has-been à son époque, hein, même si elles sont très belles. Voilà, il y a tout ça fait vraiment penser à Émilie Poulain. Et même l'esthétique du film, elle est très jeunée en fait. Et donc je sais pas si c'est du plagiat ou si c'est un clin d'œil. Si c'est un clin d'œil, il est vraiment lourd quand même, mais je pense que c'est pas du plagiat. Je pense que vraiment il s'inspire du cinéma de Jean-Pierre Jeunet, mais il crée pas des personnages aussi forts et burlesques que dans les films de Jean-Pierre Jeunet. Période Caro surtout, Caro et Jeunet. Et du coup, moi je sais pas, il y a quelque chose, moi ça me choque un peu. Je me dis, mais dans ce cas-là, il a pas de patte personnelle, ou qu'est-ce qu'il veut faire? Et puis il rajoute plein d'histoires annexes, comme le font Caro et Jeunet,
plein de personnages annexes. Les Carogenais, il y a toute une logique dans leur monde, et les personnages annexes, tout fonctionne bien, tout est bien huilé. Alors que là, ça ne fait que nous disperser de l'histoire principale. Et du coup, c'est dommage parce que l'histoire principale, finalement, c'est une histoire d'amour, c'est l'histoire de la Belle et la Bête. Et toutes les histoires à côté, en fait, nous distraient de l'histoire principale, et je trouve ça très dommage. Et elles sont pas utiles, en fait, au récit, ou peu utiles. Il y a toute une histoire d'espionnage qui sert à rien. Il y a toute une histoire sur la vie du méchant, vie familiale du méchant, Strickland, qui va s'acheter une voiture, on sait pas pourquoi. Enfin bon, ça sert à rien. Alors c'est très beau, hein, c'est très bien fait, c'est très bien la scène où il va chez le concessionnaire de bagnole et tout, c'est super beau, c'est super bien fait, c'est super intéressant. Mais ça nous distrait du propos principal et du coup, bof quoi, bof. Donc ça permet pas de développer bien l'histoire d'amour entre la créature et Lisa, ce qui fait qu'on a un petit peu de mal à y croire. Et en plus, vu le traitement de la créature est vraiment traitée comme quelque chose d'assez animal, hein. Il n'y a pas beaucoup d'humanité. Et du coup, c'est assez loin finalement du conte de fées de la Belle et la Bête, parce que le conte de fées de la Belle et la Bête, on avait vraiment une bête qui avait un look féroce et violent, etc. Mais à l'intérieur, c'était plein d'humanité, et donc en creusant un petit peu, alors que là, l'humanité du monstre, on la voit pas vraiment, elle est pas vraiment développée. On a du mal à voir pourquoi l'héroïne est attirée par ce monstre. Alors oui, elle est muette, donc lui, il parle pas parce que, voilà, il est sous l'eau, etc. Donc il est dans l'eau, donc il n'y a pas de communication directe qui peut se faire, donc il y a que des communications par geste et par le langage des signes. Donc oui, on peut voir qu'elle est un petit peu attirée par ce côté-là. Elle a l'impression de voir un être qui est comme elle. Bon, soit, ok, on peut voir ça comme ça. Moi, je trouve ça dommage, en fait, que le personnage principal soit muet, dans le sens où ce qui est pas mal dans La Belle et la Bête, c'est que c'est quelqu'un de normal, dans le sens où qui a pas forcément une difficulté particulière relationnelle avec les autres, qui se confronte à quelqu'un de très différent, finalement, qui a des possibilités de communiquer difficiles et qui a un handicap fort. C'est intéressant de voir un personnage normal, entre guillemets, face à un personnage handicapé, et que ça match. Alors que là, on a deux personnages finalement qui sont pareils. Du coup, les gens qui sont pareils s'assemblent, super. Moi, je trouve ça plus intéressant quand il y a des gens qui sont très différents, qui essayent de se comprendre. Autre chose, c'est que, dommage dans le scénario, c'est que finalement, la créature, c'est une créature qui est enchaînée, enfermée. Et ce qu'elle recherche en premier, c'est la liberté, et donc d'être libérée. Donc la première personne qui va la libérer, voilà, elle va être hyper reconnaissante envers elle, mais de là à appeler ça une histoire d'amour, bof quoi. Non, ça aurait été plus intéressant que deux personnages soient libres de développer une relation, à chercher à se comprendre, etc. Alors que là, la créature, elle cherche à se libérer, ce qui est logique. Donc n'importe qui la libère, elle sera contente. Elle va pas tomber amoureuse de n'importe qui. Alors je comprends pourquoi Del Toro a choisi comme personnage principal une personne muette, parce qu'évidemment ça fait écho au monde du silence, le monde de l'eau. Et donc du coup, voilà, c'était raccord dans son film, mais je trouve que ça diminue un petit peu la force de l'histoire d'amour. C'est aussi quelque chose d'intéressant dans son propos de dire que finalement, la parole peut être aussi vide que la non-parole, puisque par exemple, le personnage principal, son ami c'est Zelda, elle parle beaucoup, elle parle énormément, mais finalement elle raconte rien, mise en parallèle un petit peu de la personne muette qui évidemment ne parle pas, et la personne qui parle, mais qui parle pour ne rien dire. Donc voilà, il y a peut-être ce petit parallèle qui est marrant, mais bon, qui est un détail du film. Finalement, je trouve que le personnage le plus intéressant, c'est le personnage de Strickland, qui est un odieux personnage, qui aime le silence. Ce qui est marrant, c'est que la mise en parallèle avec donc la personne muette, donc l'héroïne, Elisa, c'est intéressant parce que du coup, il a un petit début d'attirance, en tout cas pour Elisa, qui est muette, comme il aime le silence, et voilà, c'est pratique. Et lui, la créature, justement, il la voit pas comme une créature qui est silencieuse, mais comme une créature qui fait des bruits et qu'il n'aime pas, des couinements qu'il trouve horribles. Du coup, il en devient encore plus fou. Et Strickland, finalement, c'est un monstre, mais c'est un monstre qui a été créé par un autre monstre. Enfin, c'est quelqu'un qui l'a créé, voilà. C'est le général qui, en fait, lui impose une façon de penser qui
fait qu'il devient un monstre. Et je trouvais ça très intéressant finalement. Je pense que c'était la chose la plus intéressante du film, c'est vraiment l'histoire de Strickland, ce personnage. Et malheureusement, c'est pas le thème du film. D'un point de vue jeu d'acteur, c'est trop surjoué, c'est pas très subtil. Et ça, c'est un peu dommage. Après, les acteurs sont super bons. Hein. Je pense que c'est vraiment la direction d'acteur qui a fait qu'ils surjouent. Mais sinon, les acteurs sont super bons. Hein. Franchement, il y a plein d'acteurs excellentissimes. En premier lieu, Sally Hawkins, qui joue donc le premier rôle, qui joue Elisa. Après, on a Michael Shannon, donc le Strickland. Bon, lui, super bon acteur, il a énormément de films à son actif, donc lui il est super bon, il y a aucun souci. Après on a Richard Jenkins, très bon acteur, Octavia Spencer, superbe actrice, franchement il y a une pléthore de bons acteurs, et bravo pour leur jeu quoi, enfin il y a rien à dire, c'est vraiment des bons acteurs. Donc tout ça fait une sorte de gloubi-boulga de film, un thriller, mélodrame, qui se veut aussi un pamphlet contre l'intolérance. Ça fait beaucoup de choses qui nous distraient du côté principal, c'est-à-dire l'histoire d'amour, et c'est dommage. Et du coup, l'histoire d'amour n'est pas assez développée et ne fonctionne pas, donc je trouve que ce film est pas terrible. Il est bien, mais il aurait pu être génial, et c'est dommage. Et Del Toro, c'est toujours ça. Il fait des films qui sont bien, mais qui pourraient être génial, et à chaque fois ça foire parce qu'il sait pas raconter une histoire. Aussi, il y a un petit point que j'ai trouvé intéressant dans le film, mais pas du tout assez développé, c'est que finalement les monstres sont aussi les personnes ordinaires, et il y a un moment où l'égoïsme des personnages principaux, des gentils entre guillemets, va créer une situation qui met en péril la créature. C'est à peine effleuré cette thématique, et je trouve ça dommage. Ça aurait pu être quelque chose de vachement intéressant finalement, que les personnages gentils soient en fait soit comme tout le monde un petit peu, avec un égoïsme qui peut entraîner des choses graves. Donc vous l'avez compris, j'ai pas super aimé la forme de l'eau, The Shape of Water in English, mais bon voilà, ça se regarde, hein, évidemment, hein, je vais pas dire, c'est quand même très beau, hein, la forme est très belle, mais le fond, il y est pas, et c'est dommage. Encore une fois, Del Toro me déçoit. Alors, pour ce qui est de moi, Tonya, alors là, c'est complètement autre chose. Moi, je trouve que la forme et le fond, ils sont nickel. Ce film est génialissime, il est plein d'énergie, il est plein d'intelligence. Franchement, j'étais bluffé par ce film. Il est réalisé par Craig Gillespie. Je savais pas ce qu'il avait fait. Apparemment, il a fait Fright Night, donc Vampire contre Vampire, un truc comme ça, je crois, le titre en français, ou Vampire, vous avez dit Vampire, ouais, c'est ça. Donc, qui est un film excellent. Et les acteurs, mais Margot Robbie, elle joue super bien, mais il y a pas qu'elle, il y a aussi, comment elle s'appelle, Allison Janney, elle est géniale dans son rôle, elle est super efficace, ça marche super bien. Les acteurs sont super bons, on sent qu'ils se font plaisir en fait dans les rôles qui sont des rôles un peu burlesques, un peu extravagants, mais super intéressants. L'histoire donc de Moi, Tonya est juste incroyable. Je l'avais complètement oublié, hein, c'est un fait divers qui a eu lieu il y a quand même quelques années, je crois que c'était en 92, 94, je sais plus. Enfin bon, c'est assez vieux. Ça avait marqué à l'époque, c'était un scandale assez retentissant d'une patineuse américaine qui était accusée d'avoir commandité un acte violent contre sa concurrente pour essayer de l'empêcher de concourir pour les Jeux Olympiques. Et finalement, les deux ont concouru aux Jeux Olympiques. Donc l'histoire elle est juste hallucinante parce que les personnages sont juste... c'est digne d'un Cohen, quoi. Les personnages sont complètement tarés, ils sont complètement... à côté de la plaque, quoi, ils font n'importe quoi, il y en a un, Sean, c'est juste incroyable, quoi, c'est un mytho, mais un mythomane, mais énormissime, et du coup c'est super drôle, mais en même temps c'est tragique, et puis Tonya, la vie de Tonya, c'est juste hallucinant, sa mère... un monstre, sa mère, je le disais tout à l'heure, mais sa mère, elle est juste hallucinante, de cruauté, de violence. Il y a une scène avec un couteau, mais c'est juste la lue, quoi. Et du coup, il y a Tonya qui est au milieu de ça, qui se démène pour essayer de réussir, qui cherche la reconnaissance. Et tout ça est montré avec une inventivité. Enfin, la mise en scène, elle est juste hallucinante. Elle est inventive. Elle se renouvelle tout le temps. Ça pourrait partir un peu dans tous les sens, mais c'est toujours bien fait, bien amené, bien logique dans l'histoire. C'est pas du tout manichéen. L'énergie de la mise en scène, elle est folle. Elle est excellente.
Enfin, c'est jouissif de regarder ce film. Les personnages, je disais, ils sont tous, ils sont surréalistes, ils sont bêtes, ils sont cruels. Et quelque part, ils en sont beaux. Et c'est marrant comme ils sont quelque part magnifiés dans le film, dans le sens où ces personnages dans la vie réelle sont juste détestables. Mais là, dans le film, on sent de l'empathie pour Tonya et même pour les autres personnages. On rentre totalement dedans, dans l'histoire. Les scènes de patinage sont juste superbes. La mise en scène de ces scènes est magnifique. On a l'impression qu'on patine avec Tonya. On sent la rage aussi de Tonya, ça c'est super bien montré. On sent que c'est une personne qui a une rage en elle, qui l'explose sur la patinoire. Donc ce film est plein d'humour, plein d'émotions. Il n'est pas du tout académique, c'est inventif. Il y a une liberté folle, c'est décapant, les acteurs sont superbes. Je sais pas quoi dire. Tout ce film est génial, tout est réussi. La musique fonctionne, le choix de la playlist de la BO est super efficace. Il y a des scènes mémorables. Je pense à une scène là, un plan séquence part d'une maison qui sort dans la maison, qui va dans la rue et qui s'accélère et tout, qui est super bien fait, qui passe super bien, qui a du sens. Tout est parfait dans ce film. J'ai rarement vu un film aussi bien fait, aussi bien foutu, aussi intéressant, aussi marrant, aussi jouissif. Ce film est presque parfait. Je dis presque, mais j'ai pas vu de défaut dans le film. Franchement, il doit y en avoir, hein. Aucun film n'est parfait, mais pour moi, c'est vraiment le film qui s'approche le plus de la perfection. Ce film, pour moi, va être culte. En tout cas, ce film est juste génial. Il n'y a pas que la forme, hein. Le fond est vachement intéressant. Il y a une critique sur le déterminisme social. On voit Tonya, elle est née dans un milieu pauvre, violent, et elle essaye de s'en sortir, mais le monde du patinage, la société, on lui met des barrières, malgré son talent, l'empêche de s'épanouir, en fait. Tout ça parce que elle a une image qui correspond pas à ce que les gens cherchent, ce que la société recherche. Donc il y a tous les journalistes, mais les spectateurs aussi finalement. Nous, ça nous renvoie à nous-mêmes quand ces événements ont eu lieu dans les années 90. On a eu un regard sur Tonya particulier. Le film pose la question, est-ce que il n'y avait pas des a priori par rapport à cette fille qui était pas l'image de la patineuse élancée, la petite danseuse parfaite, hyper propre sur elle, etc. Là, elle avait une image plus forte, plus battante, etc., qui correspondait peut-être pas à l'image qu'on voulait d'une patineuse. Et du coup, dès qu'il y a eu cette histoire, tout le monde s'est jeté sur elle et tout le monde l'a massacrée. Et le film pose la question, est-ce qu'elle méritait ça vraiment? Est-ce qu'elle méritait d'être massacrée à ce point-là? Donc voilà, donc en même temps, c'est une critique de fond qui pose une vraie question, qui nous fait poser des questions par rapport à nous-mêmes, notre vision des choses, notre façon de étiqueter ou de critiquer des gens, et notre façon d'agir en groupe contre une personne. Enfin, c'est assez horrible, c'est assez dur. Hein, franchement, Tonya, elle est super forte dans le film, mais je pense que dans la vie réelle aussi, c'est une super battante, parce que vivre tout ça, ça a dû être ultra difficile, même si, encore une fois, la violence qu'a subie l'autre patineuse est insupportable également. Je vous conseille d'aller voir ce film. Allez voir ce film. N'allez pas voir la forme de l'eau, là. Franchement, moi, Tonya, c'est 15 milliards de fois mieux que la forme de l'eau. Pour ce match de film, c'est moi, Tonya, et l'autre, c'est un bon film, mais c'est moyen par rapport à moi, Tonya, qui est, pour moi, un film vraiment parfait et à limite du film culte, même si tous les films parfaits ne sont pas cultes, enfin bon. Bon, voilà, je m'égare, je vous dis à très bientôt, je vous dis d'aller voir ce film, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je suis tellement content d'avoir vu ce film, c'est vraiment mon coup de cœur de ce début d'année. Je vous dis à très bientôt pour un prochain match de film et une prochaine vidéo. Voilà, ciao, plus rien à dire.